C'est ignifuge et anti-sismique, avec une porte anti-explosion, nécessitant biométrie et plusieurs pièces d'identité pour s'ouvrir. La pièce abrite la technologie informatique de pointe du début des années 2000, analysant de vastes quantités de données dans un unique objectif. Mais la vérité sur la salle 641, à la plus secrète au monde, est plus dérangeante qu'imaginable. Le 11 septembre 2001 a tout changé, pour toujours. Ce jour fatidique, les États-Unis ont subi l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire. Près de 3000 vies ont été perdues, et les coûts financiers se sont envolés dans les milliards. En une seule opération dévastatrice, les terroristes visant l'Amérique avaient fait tomber un centre financier mondial et envoyé des ondes de choc autour du monde. Mais les terroristes avaient fait quelque chose de plus grand encore. Ils avaient rendu l'Amérique vulnérable. Pour la première fois depuis l'attaque surprise japonaise sur Pearl Harbor en 1941, cette attaque était différente et bien plus dangereuse. Les auteurs ne représentaient aucun état de ces nations. Ils étaient l'extension d'un vaste réseau qui couvrait le monde entier. Cet ennemi opérait sans frontières, se faufilant à travers les failles du droit international et échappant à la portée des stratégies militaires conventionnelles. Il n'y avait pas d'usines à bombarder, pas de capitales à assiéger et pas d'armées à rencontrer sur le champ de bataille. L'ennemi était invisible, un réseau de terreur ombreux qui frappait quand on s'y attendait le moins. Les réseaux de renseignements occidentaux bourdonnaient d'activité à la suite des attaques aux États-Unis, et beaucoup de nouvelles étaient très mauvaises. Des rumeurs suggéraient que des nations anti-occidentales étaient des prêtres ou avaient déjà fourni de nouvelles armes au réseau terroriste d'Osama Bin Laden. Son succès les avait enhardis et augmenté leur confiance en lui et en la capacité de son organisation à frapper leur ennemi commun. Des rumeurs d'armes chimiques provenant de l'Iran et l'Irak ont frappé le vaste réseau tissé par les agences de renseignement occidentales à travers le monde. Certains de ces agents étaient extrêmement toxiques, capables de paralyser une ville entière en faible dose. L'attaque terroriste réussit sur une des plus grandes villes du monde et la quasi-atteinte de la capitale américaine ont révélé aux experts antiterroristes les véritables horreurs possibles d'une future attaque. Par exemple, en 1995, des terroristes domestiques au Japon avaient libéré de petites quantités de gaz sarin dans le métro à Tokyo. Cette attaque, malgré sa petite échelle, a quand même tué plus d'une douzaine de personnes, tout en blessant gravement 50, les laissant avec des handicaps à vie. Plus de 6000 personnes au total ont été exposées au sarin, et le plus terrifiant pour les experts du terrorisme est que le même groupe endogène qui avait mené ces attaques a réussi à produire d'autres agents neurotoxiques bien plus mortels tels que le VX. Avec plus de ressources et de personnel, il était impossible de prédire l'ampleur de l'enfer qu'Al-Qaïda pourrait déclencher. Une attaque beaucoup plus sophistiquée utilisant du gaz VX mortel dans une grande ville comme New York ou Los Angeles pourrait tuer des milliers de personnes et nécessiter un effort de nettoyage coûteux, se chiffrant en milliards de dollars. Les particules persistantes mal nettoyées pourraient tuer longtemps après l'attaque initiale. Les problèmes s'accumulaient pour le renseignement occidental qui devait agir. Mais pour agir, ils avaient besoin d'informations, et c'est là que la salle 641A est entrée en jeu. Les États-Unis ont pris une avance précoce dans les télécommunications mondiales grâce à des entreprises comme AT&T qui ont bâti l'épine dorsale du réseau mondial. Cela a mis l'Amérique dans une position de privilège qu'aucun autre pays au monde ne pouvait apprécier, si elle était prête à assouplir un peu les règles, et elle l'était définitivement. Dans les mois suivants, le 11 septembre, l'Agence de sécurité nationale avait obtenu les registres téléphoniques de dizaines de millions d'Américains. Les journaux l'appelleraient la plus grande base de données jamais constituée au monde, avec pour objectif de créer une base de données de tous les appels jamais effectués à l'intérieur des frontières américaines. Mais cela ne s'arrêterait certainement pas à la frontière internationalement reconnue de l'Amérique, et la chambre 641A rendait tout cela possible. Mais un homme, Mark Klein, un ancien technicien d'AT&T, ne pouvait simplement pas prendre sa retraite et laisser ce qu'il considérait comme une énorme atteinte constitutionnelle au pouvoir rester sans réponse. Tout a commencé dans la foulée des attaques du 11 septembre dans un discret centre de commutation d'AT&T, niché au cœur de San Francisco. De ce hub, le trafic téléphonique et Internet sur AT&T et ses réseaux affiliés entraient et sortis des États-Unis, reliant la nation à un monde plus large. Chaque jour, des millions d'appels et d'emails passaient par ce hub, et parmi eux, certains étaient utilisés par des terroristes pour coordonner leurs plans. Les attaques du 11 septembre avaient été orchestrées avec des messages codés sur les réseaux publics. C'était une certitude. Peu après les attaques, la construction a débuté au centre de commutation AT&T de San Francisco. À côté de la vaste salle de routage des appels, enfouie au plus profond du centre de commutation, un nouveau bureau se bâtissait discrètement.
Les entrepreneurs n'étaient d'aucune entreprise locale, et il avait été explicitement demandé aux employés d'AT&T de ne pas leur parler. De toute façon, cela n'importait pas, ils n'entamèrent jamais le dialogue. Les ouvriers portèrent des vêtements civils simples, et faisaient leur travail avec diligence, déjeunaient ensemble, et rentraient ensemble chez eux. La nuit, des agents spéciaux gardèrent le chantier clos derrière des rideaux. Leurs ordres étaient limpides. Ne jamais regarder derrière les rideaux, sauf si un intrus, un incendie ou une autre urgence l'exigeait. Vu de l'extérieur, le nouveau bureau semblait banal. Sa façade ordinaire révélait peu sur l'intérieur. Une porte de sécurité lourde a été installée, et des couches de rideaux épais garantissaient qu'aucun employé curieux d'AT&T ne pourrait apercevoir ce qui était en construction ou comment. Le futur laboratoire distant de l'Agence de sécurité nationale utilisait des méthodes et matériaux de construction avancés pour bloquer toute tentative de surveillance mécanique ou électronique. Puis vinrent les camions de livraison non marqués. La nuit, des équipages en civil déchargeaient de grandes palettes sous la surveillance d'une garde armée. Les palettes étaient recouvertes de grandes couvertures épaisses, rendant impossible de deviner la forme du contenu en dessous. Dans l'obscurité, les équipages et leurs gardes déchargeaient discrètement l'équipement, le transportant au cœur de l'installation. Toute l'opération s'est déroulée sous le nez du personnel de sécurité régulier, dont l'accès à la caméra de cette section avait été temporairement désactivé. On les a avertis de rester à l'écart sous peine de lourdes amendes et de prison. Cachées sous ces épaisses couvertures, se trouvaient des piles de matériel informatique de pointe, certaines des technologies les plus avancées du monde à l'époque, le tout étant installé en secret dans une pièce méticuleusement conçue, hautement climatisée, avec des murs ignifuges construits pour résister même à un séisme majeur. Le seul accès à la ferme informatique bientôt ultra secrète se faisait par une unique porte de sécurité, sécurisée par plusieurs formes d'identification et des scans biométriques. Un unique câble en fibre optique reliait la pièce au centre de commutation adjacent, servant de seul lien avec le monde extérieur. Ce câble en fibre optique était la clé de toute l'opération car à travers lui circulaient les informations internet et téléphoniques de millions de citoyens américains et étrangers. La Agence de sécurité nationale a installé un système informatique STA 6400 en se branchant directement sur les circuits d'AT et T-WorldNet. Il pouvait analyser les appels et emails en temps réel et se connecter directement à une ligne téléphonique ou à un fournisseur internet. Ce super ordinateur miniature pouvait trier des montagnes de données à la recherche de mots-clés préprogrammés qui pourraient être reliés à un appelant ou un utilisateur d'email à un complot terroriste. Bientôt, Mark Klein apprendrait que la salle secrète de l'Agence de sécurité nationale de son centre n'était qu'une parmi peut-être des dizaines opérant 24 heures sur 24 dans tout le pays. L'appareil de renseignement des États-Unis avait réussi à se connecter aux communications de toute la planète. Quelque part dans un pays aux frontières situé dans l'immense désert du Sahara en Afrique, un Siento 30 renforcé atterrit. L'avion volait bas depuis des kilomètres, effleurant à peine plus de 100 mètres au-dessus du sol alors qu'il grondait à travers le paysage saharien, dispersant les bergers et leurs troupeaux sur son passage. Ayant pénétré loin dans les terres, il est arrivé à destination. L'avion descendait sur le terrain plat et aride, son soute s'ouvrant pour décharger d'énormes vessies de carburant et 2 douzaines de personnels de sécurité et de carburant. Ils n'ont pas à attendre longtemps l'arrivée du vol de 4 hélicoptères Black Hawk, parfaitement à l'heure. Les Black Hawks, transportant des forces spéciales américaines d'élite, poursuivront leur mission jusqu'à la cible, se poseront, puis se ravitailleront en carburant pour le trajet de retour. À ce moment-là, le Siento 30 et son équipage partiront aussi. 1h30 de vol plus tard, les Black Hawks montent haut, brisant brièvement le faible couvert qui les a tenus hors de portée de tous les radars locaux. Les États-Unis agissent à l'insu et sans l'accord du pays hôte, redoutant que des partisans au sein du gouvernement ne dévoilent l'opération. Ils volent à la vue des radars civils locaux pendant pas plus de 4 minutes, avant de descendre rapidement à nouveau, cette fois au cœur d'un complexe composé de bâtiments agricoles convertis. La plupart des bâtiments abritent normalement des femmes et des enfants, avec une école et un atelier où les résidents fabriquent des produits, faits des maisons à vendre sur les marchés locaux. Mais un bâtiment se distingue. Identifié grâce à la surveillance par drone et à la reconnaissance sur le terrain, ce bâtiment a été confirmé comme abritant un nombre classifié de cibles de haute valeur, recherchées par le gouvernement américain. Ce complexe est un centre de terreur, financé par des ramifications d'Al-Qaïda en Afrique, où les combattants vivent avec leurs familles. Un des Black Hawks reprend son envol, un mitrailleur de porte assurant la surveillance avec son M134 Gatling monté. Il n'y a cependant pas besoin de puissance de feu intense, le raid éclair prend tout le complexe par surprise. Avant que les femmes et les enfants,
Encore groggy et se frottant les yeux de sommeil puis s'en sortir, les Blackhawks sont déjà en train de décoller. À bord se trouvent 4 cibles de haute valeur, longtemps recherchées par le gouvernement américain pour leur profonde connexion avec les hauts rangs des réseaux mondiaux de terreur. Et les informations qui ont permis de les capturer ont toutes été obtenues par la pièce C4-1A. Le fonctionnement est simple. Les appels téléphoniques et courriels sont acheminés des réseaux locaux aux réseaux nationaux. Les messages sortants et les appels destinés à d'autres pays passent des réseaux nationaux aux réseaux internationaux, des artères clés de la communication mondiale qui dépendent des satellites et des câbles de fibres optiques sous-marins épais. Mais pendant leur trajet, chaque appel et email doit transiter par une station de commutation numérique pour garantir leur bonne destination. Tout ce que la Agence de sécurité nationale avait à faire était de se brancher sur une de ces artères mondiales. Pour éviter d'être submergé par le flot de données, les systèmes de la Agence de sécurité nationale recherchent des mots-clés spécifiques. Les ordinateurs de la salle 641A et de plusieurs stations similaires à travers le pays, équipés d'une IA simple, peuvent signaler toute communication suggérant un potentiel complot terroriste. Celles-ci sont ensuite transmises à des analystes humains pour étudier et identifier les vraies menaces des fausses. Au début, la Agence de sécurité nationale a nié détenir ce pouvoir, prétendant que ces systèmes ne gardaient que des données comme la durée et la destination des appels. Intercepter les communications de terroristes connus pourrait s'avérer utile. Mais la Agence de sécurité nationale ne cherchait pas des terroristes connus. Elle cherchait à déjouer les complots concoctés par des acteurs inconnus qui passaient sous le radar. Cela nécessitait une surveillance beaucoup plus intrusive des communications américaines et mondiales, qui seraient en violation des droits constitutionnels. En quelque sorte. En 2002, un décret exécutif a permis à la Agence de sécurité nationale et d'autres agences de surveiller les appels téléphoniques internationaux et les emails sans mandat. Il a été argué plus tard que cela rentrait dans les paramètres de la Agence de sécurité nationale et qu'il ne violait pas la Constitution, car il visait les communications impliquant au moins une partie hors des frontières des États-Unis et des individus ayant des liens avérés avec des groupes terroristes. Malgré cela, la Agence de sécurité nationale obtenait secrètement la permission d'écouter la plupart des communications domestiques. Communications. Cette révélation a mené l'Electronic Frontier Foundation, informée par le lanceur d'alerte Mark Klein, à poursuivre AT et T en justice, avec le gouvernement protégé par les pouvoirs étendus accordés aux agences de renseignement après. Et l'acte Patriot, l'Electronic Frontier Foundation a plutôt ciblé directement les entreprises, facilitant cette surveillance intérieure. Le gouvernement fédéral a tenté de faire rejeter l'affaire, mais un juge fédéral a d'abord rejeté la motion. Cependant, l'affaire a finalement été abandonnée le 29 décembre 2011, après que le Congrès a accordé une immunité rétroactive aux entreprises de télécommunications qui avaient coopéré avec les activités d'écoute du gouvernement. Finalement, la salle 641A a sombré dans l'oubli. Exactement le résultat que des agences comme la Agence de sécurité nationale préfèrent pour leurs opérations les plus secrètes. La véritable question serait de savoir si la surveillance inconstitutionnelle des télécommunications américaines a jamais conduit à des renseignements de valeur réelle, ou pour les plus malveillants, si elle a été utilisée pour réprimer l'activité politique intérieure. Pour ce dernier point, la réponse est clairement non. Rien n'indique que le gouvernement a utilisé des écoutes illégales de la guerre contre le terrorisme pour punir ou poursuivre les opposants politiques. Mais sur le premier point, la conclusion devient floue. Selon des sources publiques, des programmes tels que la Room 641A ont généré en moyenne 10 pistes annuelles sur des suspects de terrorisme ou des menaces, dont peu ou aucune ne s'est avérée réelle. Cependant, nous savons que les programmes d'écoute ont conduit à de nombreux complots déjoués, comme le complot de Zajibullah Zazi de 2009 pour bombarder un métro de New York et un complot pour attaquer les États-Unis. Soldats à Fort Dix en 2007. Les agences de renseignement sont notoirement secrètes sur leurs outils et leur efficacité, garantissant que les adversaires, qu'ils soient des espions étrangers ou des terroristes, sont privés de tout avantage potentiel. Mais une chose est sûre, la Agence de sécurité nationale continuera de surveiller les communications mondiales, à la recherche de complots. Situé au cœur de Manhattan, le 33 Thomas Street est un autre bâtiment d'AT&T construit dans le style brutaliste. Ce bâtiment loge un important centre de commutation, conçu pour résister à une attaque nucléaire à proximité. Il est suffisamment approvisionné pour permettre aux employés de travailler et aux communications de fonctionner pendant 2 semaines après une catastrophe nationale. On soupçonne naturellement qu'il s'agit du site des activités d'écoute de la Agence de sécurité nationale. Qu'est-ce que vous pensez de la salle 641A? Essentielle pour la sécurité ou une menace pour la vie privée?
Partagez vos pensées dans les commentaires. Prêt pour d'autres secrets gouvernementaux? Confession des forces spéciales américaines. J'ai récupéré des objets volants, non identifiés, écrasés. Cliquez ici pour une autre vidéo.